C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 126 du 19 janvier 2026. Au sommaire, un grand dossier sur l'immigration queer et l'enfer administratif pour les immigrants des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Nous recevons donc un travailleur queer maghrébin qui témoigne de l'insécurité liée au permis de travail fermé. L'avocate Juliette Jean analyse l'impact des récents changements au PEC pour les demandeurs d'asile de LGBTQIA+. La journaliste Ophélie Dénommé-Marchand enquête sur le monopole des chirurgies d'affirmation de genre au Québec et Raphaël Provost nous présente les nouvelles soirées bingo inclusives d'Ensemble pour le respect de la diversité chez IKEA. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. Bien, nous ouvrons un dossier crucial sur les failles de notre système d'immigration. Nous parlons souvent de chiffres, de quotas, mais derrière les statistiques se cachent des vies humaines, souvent marquées par la peur. Nous recevons d'abord aujourd'hui un homme qui est arrivé ici du Maghreb en 2023 avec son conjoint pour combler les besoins de main-d'œuvre au Québec. Il travaille fort, il parle français, il s'est bâti une vie ici, pourtant, il risque aujourd'hui l'expulsion. Or, retourner dans son pays d'origine, ce n'est pas seulement quitter le Québec qu'il aime, c'est de s'exposer à des représailles, parce qu'il y a des lois là-bas qui prévoient jusqu'à 3 ans de prison pour le simple fait d'être qui il est. À Canalem, nous avons accepté de préserver l'anonymat de notre invité. Ce choix est motivé par la nécessité de protéger sa sécurité et celle de sa famille dans son pays d'origine où l'homosexualité est criminalisée, mais aussi pour ne pas nuire à ses démarches administratives actuelles. Et pour les besoins de cette entrevue, nous allons l'appeler Ahmed. Ahmed, merci d'avoir accepté de venir à notre émission aujourd'hui. Oui, merci à vous aussi pour la bonne accueil ici. Oui. Je suis très content pour expliquer aussi mon histoire, pour parler bien pour mon histoire, parce que c'est très humanitaire. Comme ça, où on espère qu'on trouve le bien solution pour nous ici au Québec. De toute façon, Ahmed, cette situation, tu n'es pas le seul là-dedans. Ça fait que ça va nous aider à mettre un visage à tous ces chiffres. Et je vais tout de suite vous présenter notre deuxième invité qui va revenir un petit peu plus tard, mais qui risque d'intervenir pendant la discussion. Donc, Juliette Jean est avocate, spécialiste des droits des personnes vulnérables et qui travaille surtout aussi avec le milieu communautaire. Bonjour, Juliette. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour parler des enjeux en matière d'immigration et spécifiquement pour la communauté LGBTQ+. Parce que c'est important pour vous. Extrêmement toi, important. Oui, on va y revenir. Ahmed, je reviens vers toi. Donc, tu es arrivé ici en 2023 avec un permis de travail fermé dans une entreprise qu'on ne nommera pas, mais un restaurant fast-food, disons. Quel était ton espoir en arrivant ici au Québec tu es venu ici avec ton conjoint, là? Mais au début que je vais venir, pour nous, c'est un plan d'objet, ou bien un plan objectif pour nous, pour notre vie ici au Québec. On prend la décision pour venir ici au Québec, ça fait en 2019. Quand même. Oui. Ça a pris tout ce temps-là avant d'arriver. Oui, en 2019, on cherche comment on fait. J'étais obligé pour changer ma matière pour la bonne solution parce que le temps qu'en 2019, c'est le besoin de main-d'œuvre, la place de restauration en premier. Oui. J'étais en autre domaine de travail, je l'ai changé au fast-food comme ça. C'est juste pour planifier le plan pour venir ici au Québec. J'étais obligé en 2019 pour commencer le travail. Malheureusement, on a trouvé le temps de Corona et il a arrêté le plan de migration. Le virus, le coronavirus. Donc, les portes étaient fermées au Canada en 2020. Oui. Donc, ça a pris tout ce temps-là. Ouais. Je suis juste curieux. Donc, ton domaine, c'est pas le fast-food. Tu avais étudié dans d'autres choses. Normalement, je suis déclarant en douane, ou bien toutes les choses que le transport, la logistique et transport. Mais je vois que il va prendre le procédure, il va prendre long terme. Alors que le fast-food, il y a plein de postes ouverts parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre au Québec à ce moment-là. Oui.
C'est ça. J'étais obligé pour changer le travail là. C'est juste pour la bonne solution ou bien la solution qui était facile dans ce temps-là. Donc, tu es venu avec, en bonne foi avec ton conjoint. On t'a donné un travail dans une entreprise. Non, c'est au début. Oui. C'est moi qui étais le premier T'es arrivé arrivé. en premier. OK. Oui. Parce qu'on sait que dans notre pays, c'est interdit pour le mariage entre Les personnes de même les sexe. personnes Ouais. comme ça. C'est interdit. C'est soit que tu vas imaginer les choses comme ça directement à le présent. Ah oui. Directement. Donc tu es parti seul. J'étais parti seul au premier ici, en Oui. 2023. Oui. Mon conjoint, il a fait le plus possible pour venir aussi au Québec. Oui. Et la venir au premier, c'est juste comme un visiteur. Oui. C'est ça le plan qu'on a fait. Et la venir comme un visiteur. Elle a resté avec moi pendant 3 mois chez moi dans l'autre ville parce que j'étais au premier, j'étais pas ici à Montréal, là, j'étais à autre place, autre ville. Oui. C'est bon, on a pris la décision comme quoi on va faire un acte comme ça pour tu vas rester avec moi et on va rester ensemble, on va améliorer notre vie, on va planifier des objectifs parce que le premier qu'on était ici, c'est le premier, ça veut dire que tu vas travailler 2 ans au temps plein, Oui. directement à le programme. Avec le programme d'expérience De québécoise, le PEC, Ouais, et qui te donnait donc le certificat de sélection du Québec au bout de 2 ans automatiquement. oui, OK. Et lui, il pouvait aussi bénéficier de ça, c'est ça? oui, parce que c'est moi qui l'ai parrainé. OK. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2024? En 2024, on était normal, et comme il n'y a rien du tout, allait on bien. attend. Mhm. On attend qu'elle reste même pas 1 an et quelques comme ça. On va directement changer, on va demander le programme de PEC. Ça y est, on était choqués. On était choqués à partir de le 10% de la fédérale qui était... Oui, je pense qu'on va l'expliquer, ce 10 Juliette, je pense que je vais te demander de l'expliquer, ce qui s'est Oui. passé. Alors, il y a eu un seuil qui a été établi, je crois que c'était en septembre 2024, Mhm. par les autorités fédérales par rapport au poste à bas salaire. Donc, en fait, ce seuil, il établit que une entreprise au Canada ne peut pas engager plus de 10% de travailleurs étrangers temporaires sur des postes à bas salaire. Donc, évidemment, ça a impacté de manière importante les travailleurs qui espéraient pouvoir renouveler leurs papiers ou même parfois les entreprises ont dû couper certains postes à cause de ce nouveau seuil. Donc, c'est ce qui t'est arrivé, on a coupé ton poste. Oui, j'étais dans le restaurant que j'étais travaillé. Normalement, on était bien. On attend que le renouvellement de notre permis, ça y est, parce que j'ai 2 ans dans mon contrat de travail. Oui. C'est bon, on était bien fait. Je l'ai fait le demande pour le permis de mon conjoint aussi de travail, pour permis de travail ouvert. Mhm. Tout est clair, tout est d'accord. Directement, je pense que le mois de mai ou bien le mois d'avril, ils sont nous choqués. À nouveau. Hein? Oui. Un nouveau choc parce qu'on Ouais. abolit le PEC. Oui. Le C'est à part le PEC, c'est le temps de 10%. Oui. On attend, on va faire quoi? Heureusement, je l'ai trouvé un autre permis Mhm. dans les dernières minutes. OK. Comme ça, on dit. Dans les dernières minutes, on a trouvé un permis de travail. C'est bon, on a renouvelé. Mais le temps que j'ai réussi mon permis de travail, j'ai pas le droit pour parler mon conjoint avec le permis de travail. Ah oui? Oui, À cause d'un changement administratif? Est-ce que c'est encore le PEC ou c'est quoi là, qui a changé? c'est avec le permis de travail. Ah, J'ai pas le droit, on n'a pas le droit. Maintenant, on a déjà fait une demande, on attend. hmm. C'est compliqué un petit peu, Juliette. Est-ce qu'on peut essayer de dépoussiérer tout ça? Donc, on s'entend que notre ami ici a reçu un permis de travail ouvert, c'est ça maintenant? Moi, j'attends mon permis de travail ouvert, ouais. OK. Et ton conjoint? Lui aussi, il attend. Wow.
Ça joue, ça. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est vrai, donc, qu'une personne qui est en permis de travail ne peut pas parrainer son conjoint ou sa conjointe? Alors, ça dépend. Il y a des conditions bien spécifiques à respecter pour pouvoir parrainer son conjoint ou sa conjointe quand on est travailleur temporaire. Donc, ce serait difficile pour moi de vous dire avec certitude. C'est vraiment du cas par cas. Il faut regarder si la personne peut ou pas, dépendamment du permis de travail qu'elle détient ou pour lequel elle a appliqué. Son conjoint ou sa conjointe peut également obtenir un permis de travail qui est dépendant de ce permis-là. Là, j'aimerais revenir à l'autre problème, c'est que tu as un permis... Dans le cas que tu obtiens ton permis de travail ouvert, tu travailles donc toujours et encore dans le domaine de la restauration. Oui. Ce n'est plus, avec les changements, parce que le PEC a été aboli, le programme d'expérience québécois, c'est maintenant un programme de travailleurs, travailleuses spécialisés, ce qui n'est pas ton cas. Là, tu ne peux plus qualifier pour avoir ton CSQ, ton certificat de sélection du Québec. Oui. C'est ça qui se passe? Oui, ben pour l'instant, on attend... on attend toujours... Imagine que chaque jour, jusqu'à maintenant, on est dans la pression. On est dans la pression qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et tu ne peux pas travailler, donc comment gagnes-tu ta vie? Maintenant, je ne travaille pas. J'attends toujours l'autorisation j'attends mon permis de travail ouvert. Je l'ai déposé le mois de décembre. Ouais. Le décembre, et j'attends jusqu'à maintenant. J'ai déjà envoyé un message comme quoi on est dans une cas spéciale. Je l'ai expliqué. Ils sont me dit qu'on va attendre la décision finale. Ça dépend la confirmation. Mais là, il va t'arriver quoi? Si tu n'obtiens pas ce que tu as demandé, si tu n'obtiens pas à cause de ça ton certificat de sélection du Québec, il t'arrive quoi? Est-ce que tu dois retourner dans ton pays? On n'a pas le choix. Ah oui? Ouais. Mais le retour dans ton pays, c'est quoi que ça veut dire pour toi? Si on va retourner, ça y est, on va... Notre vie, il va disparaître. Notre vie, il va disparaître. Il va disparaître beaucoup de choses. C'est pas juste la vie. Ouais. C'est pas juste la vie, c'est de l'amour. On va disparaître notre ami ici. C'est d'aller vivre dans la clandestinité avec ton conjoint et tes amis que tu as fait ici. Oui. Notre ami, notre objectif dans le Québec aussi, on va disparaître aussi notre humanité. Mm-hmm. On va disparaître beaucoup de choses. C'est pas juste le Québec. Ahmed, il y a aussi le fait que c'est un peu pour ça qu'on a décidé de t'accorder l'anonymat ici, pour ne pas que ton identité s'en aille jusque dans ton pays d'origine si tu dois y retourner, parce qu'on mettrait ta vie en danger. Ouais. C'est vraiment sérieux, là. Quand on dit qu'on donne l'anonymat à quelqu'un, c'est pas pour rien. Oui, mais oui, et aussi, si même qu'on imagine, par exemple, même qu'on imagine, moi et mon conjoint, imagine par exemple, je lui parle avec lui, imagine qu'on va retourner chez nous. C'est quoi la décision? Elle m'a dit, si on va retourner, c'est catastrophe pour nous. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, comme d'aller ailleurs au Canada, pour toi? Si. Est-ce que tu pourrais aller dans une autre province que le Québec pour continuer ta vie ici au Canada avec ton conjoint? Oh oui, on est capable, mais c'est difficile quand même. Oui. Parce que c'est l'intégration au Québec, c'est différent qu'on est francophone. Je suis pas anglophone, je parle jamais en anglais. Mm. Je parle pas en anglais, je suis francophone. Wow. Si je vais immigrer à notre province ou quelque chose, c'est difficile pour l'intégration. On va attendre 1 an ou 1 an et demi juste pour l'intégration. Et sur le plan personnel, parce que tu t'es fait des amis ici, tu as un groupe d'amis, comment tu vis ça? À part des amis, moi je parle en français. Oui, mais sur le plan personnel, de devoir tout lâcher ça serait difficile? Oui. Parle-moi un petit peu de ce que tu as accompli ici, parce que vous avez un cercle d'amis, vous êtes intégrés, là. J'ai beaucoup d'amis ici, des Québécois, surtout les Québécois. J'ai beaucoup d'amis, même les aînés. Mm-hmm. Même les gens qui sont aînés, ils sont mes meilleurs amis ici. Mm. J'aime bien donner l'aide. Ils sont aussi me aider. Ils sont toujours avec moi. Même que si j'ai besoin de quelque chose, je parle directement avec une amie. Mm-hmm. Donc, que je vais faire une autre immigration à une autre province, c'est difficile.
Je terminerai là-dessus avant d'aller avec Juliette. Tu es venu ici par la voie de l'immigration. Tu as choisi donc l'immigration économique. Tu aurais pu faire une demande d'asile. Est-ce que tu regrettes ton choix? Si, pour moi, la demande d'asile, c'est pas une bonne chose. Ah non? C'est pour moi. Ouais. Parce que même que dans notre pays, est difficile pour la vie là-bas, mais quand même, il y a mes parents, il y a ma vie aussi, il y a ma famille. Et quand même, ils sont toujours au courant dans mon cas. Ils sont au courant de Oui. ton orientation sexuelle. Oui. Et comment ils font ça? Surtout ma mère. Ouais, puis ça va? Mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Mais l'entourage qui est difficile, qui est interdit. Hmm. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Bon, on vient d'entendre quand même un témoignage, je dirais troublant. Donc, je vais retourner vers toi, Juliette Jean, avocate spécialisée donc dans les droits des personnes vulnérables en immigration et notamment de nos communautés LGBTQIA+. La situation qu'on vient d'entendre, Ahmed, est-ce que c'est un cas isolé ou voyez-vous là une multiplication de ce qu'on appelle des impasses administratives depuis les nouvelles règles d'Ottawa et même de Québec? Oui, alors il y a définitivement une multiplication des impasses administratives, je dirais, depuis 2-3 ans. C'est particulièrement le cas. Par exemple, il y a le seuil qu'on a évoqué plus tôt de 10% pour les postes à bas salaire qui a été mis en place en 2024. Mais on observe aussi de nouvelles restrictions, là tout récemment, par exemple, pour les permis d'études. Il y a eu une nouvelle restriction d'imposer en janvier 2026, là au début de l'année, par rapport aux montants qui sont demandés pour les étudiants internationaux. Donc on est passé de fonds qui étaient normalement demandés pour pouvoir obtenir un permis d'études de environ 15 000 $, là maintenant à 25 000. On voit aussi d'autres restrictions, donc plus tôt en 2024. Il y a également eu des restrictions d'imposer sur le nombre de permis d'études qui seraient émis pour les étudiants internationaux. Donc typiquement, là, on voit bien qu'il y a une restriction par rapport à la résidence temporaire. Le Canada souhaite accueillir moins de résidents temporaires de manière générale, et à ça s'ajoutent aussi les politiques au niveau du Québec. Je voudrais mentionner aussi par rapport aux EIMT à bas salaire, dans le cas de Montréal et de Laval, à l'heure actuelle, c'est pas possible de présenter une demande de IMT pour les bas salaires. D'études d'impact sur le marché du travail. C'est pas possible parce que il y a un taux. En fait, le gouvernement fédéral a mis en place une limite. C'est par rapport aux 6% au niveau du taux de chômage. Donc, il faut être en dessous de ce taux pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir des EIMT à bas salaire pour les employeurs dans la région. Wow. Donc ça a un gros impact quand même. Et c'est difficile aussi parce qu'on sait que les grandes villes sont généralement, entre guillemets, plus accueillantes pour les populations migrantes et notamment aussi les populations LGBTQ+. Parce qu'il y a plus d'organismes, par exemple, ou d'ONG qui peuvent permettre à la communauté LGBTQ+, aux personnes qui sont membres de cette communauté, de se rencontrer, de partager leur expérience. Et donc, typiquement, ça, c'est plus difficile pour la communauté LGBTQ+. Et puis, de manière générale, le discours sur l'immigration aussi permanente a quand même changé. Donc là, on voit qu'il y a eu le changement au niveau du Québec avec le PSTQ, qui est quand même plus restrictif pour... la sélection des travailleurs qualifiés, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, en dernier, il y a également le projet de loi C12 là, qui est actuellement en train d'être débattu au Sénat. Si jamais ce projet de loi devient une loi, c'est pareil pour les demandeurs d'asile qui normalement peuvent obtenir un permis de travail ouvert et donc travailler jusqu'à temps qu'ils obtiennent leur décision sur leur demande d'asile. Il y aura aussi des impacts importants pour ces populations-là. Puis on va venir aussi restreindre finalement l'immigration temporaire aussi de cette manière-là. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est un peu injuste parce que
Les gens qui sont ici sur la base de la promesse du programme d'expérience québécoise, qui est le cas d'Ahmed, qui viennent ici et qui, dans toute bonne foi, s'installent, s'intègrent, et là, tout à coup, on leur coupe l'herbe sur le pied. Oui, tout à fait. C'est que c'est des changements qui sont mis en place. Alors, il n'y a pas de... Par exemple, pour le PEC, ça a été notamment des arguments qui ont été avancés par les ONG qui s'opposent justement au changement là, vers le PSTQ. C'est le fait qu'il n'y a pas de clause de droit acquis qui a été ajouté, entre guillemets, à ce nouveau programme de PSTQ. Donc, les gens qui sont venus au Québec et qui normalement se qualifiaient pour le PEC ne peuvent pas bénéficier du traitement, de l'ancien traitement, entre guillemets, pour le PEC. Il n'y a pas eu de clause de droit acquis mis en place. On appelle les clauses grand-père. Comme Exactement, les gens ou disent, clause grand-père, oui. Ouais. Donc ça, c'est particulièrement aussi injuste parce qu'on se retrouve, alors typiquement comme ce que Ahmed décrivait, avec des personnes qui sont avec des emplois qualifiés, qui parlent le français, qui sont bien intégrés, qui se plaisent au Québec et qui apportent à la société québécoise et qui se retrouvent dans l'impossibilité de rester. Oui, parce qu'Ahmed, il le disait, hein, je m'occupe de personnes plus âgées, je leur donne un coup de main, je me sens bien avec tout le monde ici. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Revenons sur la loi C12, parce qu'il y a un autre truc dans la loi C12 qu'on n'a pas mentionné, c'est que ça va changer aussi les normes pour ceux qui veulent faire une demande d'asile quand ils sont arrivés sur place ici. Là. Tout à fait. En fait, le projet de loi C12 va maintenant imposer une limite de 1 an pour pouvoir demander l'asile une fois qu'on est arrivé au Canada. Et ça de manière rétroactive. Donc, la rétroaction, elle va jusqu'en juin de 2020. Je crois que c'est le 24 juin 2020. Donc, toute personne qui réside au Canada depuis plus d'1 an, depuis cette date-là, et qui n'a pas fait une demande d'asile dans ce délai de 1 an, ne serait plus éligible pour faire une demande d'asile, donc se faire entendre avec une audience de manière orale devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Parce que lorsqu'on fait une demande d'asile, sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, on doit faire un coming out. Là, on demande à quelqu'un qui a vécu la répression pendant toute sa vie au Canada. Là, maintenant, il faut que tu t'exposes. Ahmed, serais-tu prêt à faire ça, toi? D'aller devant une commission puis de raconter ta vie? Oui. Oui? Pourquoi pas? À ce point-là, tu te sens à l'aise de le faire, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça serait difficile. Hein? Ben, la question, ce serait aussi, est-ce que tu te serais senti prêt à le faire au moment où tu es arrivé au Canada, tu vois? C'est le temps que j'étais ici, parce qu'on n'était pas attendé, on n'a pas jamais, on a imaginé qu'on va faire une demande d'asile. Parce qu'on va faire comme les autres procédures normales, on va travailler 2 ans, on va entrer le programme de PEC, mais maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a mentionné tantôt que au pis-aller, Ahmed pourrait peut-être essayer d'aller dans une autre province. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile? D'après ce que vous en savez, là, je sais que vous n'êtes pas au courant de toutes les lois, mais... C'est-à-dire que ça dépend. C'est sûr que dans d'autres provinces, il y a aussi des programmes qui sont ajustés spécifiquement aux besoins de la province. Donc, ça se peut qu'un travailleur qui ne serait pas en demande, entre guillemets, au Québec, qui n'occuperait pas un poste en demande au Québec ou en pénurie, ce serait le cas dans une autre province, par exemple l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Mais je dirais que plus ça va, plus on observe une tendance quand même dans les autres provinces, quand on pense au programme de l'entrée express, par exemple, pour obtenir la résidence permanente. Finalement, ce qui se passe actuellement au Québec avec le passage vers le PSTQ, ce qui se passe avec la plateforme Arima, c'est pas mal similaire à ce qu'on observe déjà pour le système de l'entrée express. C'est-à-dire qu'on demande quand même aux gens d'occuper des emplois qualifiés, ils sont mis dans un bassin, ils sont en compétition avec d'autres personnes et puis il y a des rondes d'invitation qui vont être faites par le gouvernement fédéral pour inviter certaines personnes à appliquer pour la résidence permanente. Ça fait en sorte qu'il y a nécessairement des personnes qui sont plus avantagées par ce système parce qu'elles ont un emploi plus qualifié, elles ont fait des études plus poussées. Toutes ces choses-là pèsent dans la balance et c'est aussi ce qui se fait maintenant avec le PSTQ. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément plus facile.
et notamment aussi pour la communauté francophone, parce qu'il existe un programme pour obtenir un permis de travail temporaire en tant que francophone, mais qui va s'établir dans une province autre que le Québec. Ouais. Mais l'affaire, c'est que depuis juin 2023, donc avant juin 2023, pour appliquer pour ce programme, simplement le souhait de vouloir aller travailler dans une autre province en étant francophone et avoir une offre d'emploi dans cette province-là, c'était suffisant pour pouvoir obtenir ce permis. À l'heure actuelle, c'est plus le cas. Il faut déjà y être, il faut déjà y travailler, il faut déjà y vivre pour pouvoir demander le renouvellement. Ah là 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 là. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aurais peut-être en conclusion, Ahmed, est-ce que tu regrettes ta décision d'être venu au Canada? Oui. Ah oui, pourquoi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment... Soit des fois on est positif et des fois on est négatif. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On peur dans un futur qui est inconnu. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans la vie maintenant. Soit pour moi on dit en arabe, soit au paradis ou bien au feu. Ouais. Donc on ne sait pas. On va souhaiter que ça soit plus le paradis que le feu, Ahmed, pour toi. Oui. Oui. Juliette, c'est quand même... vous travaillez dans ce domaine. Quand vous regardez tous ces cas-là, moi, je me demande comment vous faites. Vous n'êtes pas découragés le soir, les avocats qui s'occupent des personnes qui sont en immigration comme ça? Si, en effet, c'est tentant, entre guillemets, d'être de plus en plus cynique et pessimiste face à ces nouvelles qui n'en finissent pas, entre guillemets, hein, parce que donc là, on a eu le changement avec le PEC, le PSTQ, là, il y a le projet de loi C12 qui a quand même un risque important de passer, là, de devenir une loi. Je trouve que c'est de plus en plus difficile d'être optimiste. Et puis, on a tendance à penser que le Canada, c'est une terre quand même accueillante, qui tient au droit d'asile. C'est un pays qui a été bâti sur l'immigration. Exactement. Donc, avec toutes les mouvances anti-immigration qui s'expriment de plus en plus fort en Occident, c'est sûr que c'est inquiétant et j'espère que le Canada va résister à ça. Je voudrais vous remercier tous les deux. D'abord, merci Ahmed, merci d'avoir pris le temps et d'avoir eu le courage de venir nous parler aujourd'hui. C'était pas facile, je sais, on s'est beaucoup parlé, toi et moi. Je suis très content que tu aies pris le temps pour nous aider à comprendre c'est quoi la réalité d'une personne qui veut venir vivre et s'établir au Canada, et surtout dans une situation LGBT comme la tienne. Maître, en fait, Juliette Jean, avocate, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Vraiment, c'est important. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, évidemment, on peut aller voir sur des sites comme l'Aide juridique ou le Centre LGBTQ+ du Québec, de Montréal, ici à Montréal. Et je voudrais d'abord vous dire qu'après la pause, nous allons parler d'enquête avec les chirurgies d'affirmation de genre et on va parler de bingo et de diversité. Après la pause. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Les enquêtes d'Ophélie Dénommé-Marchand. Bonjour Ophélie. Allô? Écoute, donc, tu as signé dans le média Pivot une enquête sur le monopole des chirurgies d'affirmation de genre au Québec. Alors, tu mets en lumière des questions d'éthique, de délai de traitement et sur la place du privé dans nos soins de santé. Écoute, c'est quelque chose pour les personnes qui entament une transition nécessitant des soins chirurgicaux. La clinique qu'on appelle GRS Montréal, c'est pratiquement un passage obligé. Pourquoi c'est comme ça? Depuis 2009, le gouvernement du Québec a décidé qu'il allait donner un monopole à perpétuité à GRS Montréal. Puis, il n'y a pas vraiment de plan pour changer ça, à moins qu'il y ait de la compétition qui apparaisse. Mais la manière que c'est fait, c'est un peu que s'il y a de la compétition, genre des chirurgiens qui veulent offrir ces chirurgies-là, qui veulent pratiquer au Québec, ils doivent passer par GRS Montréal aussi. Ah oui? Puis, ça a été théorisé que, de toute façon, ils ont des incentives à rester avec GRS Montréal pour faire plus de profit ou, je sais pas, tu sais, toutes leurs raisons. Ah ouais, là, c'est vraiment... C'est parce que c'est eux qui font tout le training des chirurgiens.
Là, c'est une... Et ça pourrait être une bonne chose que cette expertise-là soit concentrée quelque part, non? Certaines personnes ne pourraient pas croire ça, peut-être? Ben, c'est sûr qu'il doit avoir des aspects positifs à certains niveaux, mais c'est un chiffre de file mondial en Oui. matière de chirurgie d'affirmation de genre, puis c'est pas une mauvaise place en Non. soi. Là. Les gens sont très satisfaits d'aller chercher leurs soins là, en général, mais il y a des endroits où ça accroche, puis la communauté est critique. de Oui, ça. ben justement, Comme qu'est-ce dans que... les soins post-opératoires, surtout, Justement, il y a des suivis qui sont lacunaires. C'est ça qui a suscité ton intérêt, là. Oui, mais en fait, moi, c'est Pivot, la rédac-chef de Pivot, Claire Ross, qui m'a approché pour m'occuper de ce dossier-là parce qu'elle avait essayé de le donner à d'autres journalistes qui ne savaient pas comment l'aborder. Parce que toi, tu es journaliste d'enquête, d'abord. C'est ça. Et c'est vrai que c'est difficile comme dossier parce que, puisqu'ils sont privés, c'est très difficile d'accéder à de l'information. Ah bon? Ouais. Pourtant, Si ils sont la financés clinique par ne l'État. veut pas être Ouais. transparente, c'est presque impossible d'obtenir des infos. Wow. Alors, c'est exact de dire que c'est le seul endroit dans tout le Canada pour certains types de ces chirurgies? À travers le Canada, la plupart des provinces vont diriger la patientèle vers GRS Montréal parce que ils ont des files d'attente un peu moins longues comparativement à d'autres hôpitaux qui sont publics en général dans les autres provinces pour offrir ces chirurgies-là. Mais je ne connais pas toutes les raisons possibles, mais il y a quelques autres hôpitaux et cliniques publiques à travers le Canada qui offrent ces soins-là. Et par une entente réciproque, ils peuvent envoyer leurs patients au Québec, mais l'inverse ne se fait pas. C'est-à-dire que les patients du Québec ne peuvent pas aller dans les autres provinces pour aller chercher leurs soins, même s'ils peuvent avoir des méthodes chirurgicales qui sont plus attirantes pour une personne ou une autre. Wow. Ou parce qu'ils ont un dossier médical complexe que GRS ne veut pas forcément prendre en main. Ils ne peuvent pas non plus aller voir d'autres chirurgiens, donc ils devraient débourser des dizaines de milliers de dollars de leur poche pour aller chercher leurs soins dans une clinique privée autre Wow. que GRS Montréal ou ailleurs au monde, en tout cas. Dans ton article dans Pivot, tu parles d'un modèle de soins à la chaîne. Qu'est-ce que les patients ou patientes t'ont confié sur leur expérience? Il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes au plan du suivi post-opératoire. Parce que les chirurgies, d'habitude, il y a beaucoup de satisfaction. C'est très élevé, le niveau de satisfaction pour les chirurgies en tant que tel, mais c'est vraiment dans les soins post-opératoires qui s'accrochent plus que d'autres choses. Mais en fait, c'est que il y a GRS Montréal qui offre un peu le même modèle de soins pour chaque individu. Et ça donne l'impression aux gens que peut-être ça contreviendrait à leur droit constitutionnel d'avoir un soin personnalisé. Mais depuis mon enquête, si on va voir sur le site de GRS Montréal, ils ont ajusté leur cadre de marketing en fonction de mon enquête. Mais c'est pas clair s'il y a un impact structurel, systémique au sein de la clinique suivant mon enquête. Mais moi, ce que je veux savoir sur les soins post-opératoires, parce que tu as dit qu'il y a vraiment un problème là, qu'est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est le fait que quelqu'un peut se faire opérer, avoir une chirurgie là-bas, puis se retrouve peut-être à Sept-Îles ou à Rimouski? La manière que le modèle fonctionne, c'est que eux, ils fournissent la chirurgie, puis ce qui se passe après, c'est un peu la responsabilité partagée du reste du réseau de la santé, puis de soutien spécifique de la personne pour s'en occuper. Mais l'affaire qui arrive, c'est que les spécialisations dans ces soins-là sont très rares. Puis dans ton suivi post-opératoire, justement, si tu habites à Rimouski, ben, ton médecin de famille à Rimouski ne saura peut-être pas comment gérer la situation. Là. Puis souvent, ben, les gens se renvoient la balle. Tu vas aller voir ton médecin de famille, puis ton médecin de famille va te dire d'aller voir ton chirurgien. Puis ton chirurgien, il va te renvoyer à ton médecin de famille de toute façon, ou ailleurs, en tout cas. Ah ouais. Ouais. C'est ça qui devient le problème. Oui, puis on doit un peu devenir nos propres experts de nos propres soins à quelque part pour essayer de déboulonner tout ça ou aller chercher comme dans des forums ou des réseaux informels d'information entre personnes trans pour donc un monopole qui décide, ben oui, on prend ce cas-là, mais ça, ce cas-là, on le prendra pas parce que c'est plus compliqué. C'est aussi au niveau du suivi, ben là, débrouille-toi avec ton médecin de famille. Nous, on intervient juste au cas où. Ça commence à être compliqué. Puis là, je vais aller plus loin. La transparence, parce qu'il y a des listes d'attente
Ouais. Hein? On est dans le système de santé du Québec. Les listes d'attente, c'est pas nouveau, mais là, c'est particulier. Je sais pas. Moi, personnellement, tu sais, j'ai eu une chirurgie là-bas, puis ça n'a pas été long, mais c'est parce qu'il y avait une autre personne qui a annulé sa chirurgie, mais j'ai entendu dire que c'était autour de 1 à 2 ans, les listes d'attente. Sauf que mes infos sont pas nécessairement hyper à jour en ce moment, parce que j'ai entendu dire que GRS Montréal a été acheté par quelqu'un en juin dernier, et ils ont fait des coupures de services depuis. Ah bon? Et je sais pas si les coupures, tu sais, en lien avec la loi 2 puis tout ça, récemment, a eu un impact sur GRS Montréal. La loi ça, je suis pas au 2, courant, la loi 2, mais c'est la loi... GRS ouais. n'est pas intéressé à parler aux journalistes de manière générale. Ouais. Donc, pour moi, ça serait inutile d'aller leur demander de toute façon. Ouais. Mais ce que j'ai entendu de gens dans la communauté, c'est qu'il y a eu des coupures dans les formations données à des organismes communautaires, par exemple, qui accompagnent les gens à Mm-hmm. guérir dans leurs soins post-opératoires et tout ça. Donc, c'est inquiétant. Déjà qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, s'il y a des coupures. Mais c'est sûr que la communauté va essayer de s'arranger. Puis les impacts, parce que tu as parlé à des gens qui ont subi ce genre de choses-là, des impacts, parce que là, il faut qu'on parle de quelqu'un qui a besoin ou qui demande une chirurgie d'affirmation de genre. Bon, c'est pas toutes les personnes trans qui le demandent, mais ceux et celles qui le demandent, c'est parce qu'ils ont aussi une condition qu'on appelle la dysphorie de genre, de l'anxiété. D'avoir à attendre comme ça ne doit pas aider. Ah oui, c'est sûr. D'après les gens à qui tu as parlé, là, comment ils se sentent ou ce qu'elles se sentent? Ben, c'est une des grandes inquiétudes, oui, de la patientèle, les listes d'attente. Même pas pour aller chercher des chirurgies aussi à base, tu sais, juste aller chercher ses hormones, c'est compliqué, là. Fait que... parce que c'est eux aussi qui gèrent les hormones? Mais non. OK. Ça, heureusement pas, là. OK. Mais c'est vrai que GRS Montréal donne des chirurgies qui sont offertes à des personnes cisgenres, mais qui va les gatekeeper seulement pour les personnes trans. Puis les personnes trans, si on suit la bureaucratie qui est exigée par le gouvernement du Québec, ils doivent absolument passer par GRS Montréal. Mais j'ai entendu de quelques sources qui ont lu mon enquête ou leurs amis ont lu mon enquête et les ont référés à moi, puis ils m'ont fait part du fait qu'ils ont réussi à convaincre leurs médecins dans des hôpitaux publics à avoir des chirurgies d'affirmation de genre sans passer à travers GRS. Ah oui? Ouais. Donc, ça peut se faire ailleurs. Oui, mais le gouvernement, le ministère de la Santé et des Services sociaux, soutient que c'est pas possible de changer le système et qu'il faut absolument passer par GRS parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable d'offrir ces soins-là. Wow, OK, c'est compliqué, hein? Ouais. Mais est-ce que, finalement, là, briser le monopole là, que le gouvernement a formé, est-ce que ça se peut? Est-ce que le gouvernement est ouvert à ça? Est-ce que ça pourrait se faire? Non, ils sont pas ouverts. J'ai essayé de les presser là-dessus, bien comme il faut, là. Ils veulent rien savoir. Wow. Alors, cette enquête-là a été publiée, ça fait quand même quelques temps, en mai 2025. Il y a eu des développements depuis? Oui, c'est ça. Au niveau du marketing de GRS Montréal, ils ont vraiment ajusté ce qui est sur leur site web pour justement dire qu'ils vont offrir un suivi personnalisé à chaque individu, par exemple. Puis ça, c'était pas là avant. Puis c'est parce que mon enquête a révélé justement que le fondateur de GRS Montréal, Pierre Brassard, qui a dit moi, je fais pas du sur-mesure. Ah bon? Oui. Fait que c'est du travail à la chaîne, puis quoi. C'était déjà un peu connu avant que... Je sais pas, il y avait une entrevue de Kate Lessard il y a une dizaine d'années, là, peut-être un peu moins que 10 même, mais elle disait que tu t'en vas à GRS Montréal, puis ils te font un vagin de porn star, puis ça finit là, genre, t'as pas d'autre choix pour te donner un peu une illustration du truc, là. Ouais. Mais... Là, on parle quand même de chirurgie. C'est quand même assez dur, une chirurgie ou d'affirmation de genre. C'est quand même pas facile. C'est très douloureux aussi. C'est un processus de guérison hyper exigeant. Là. Ça prend 1 an, guérir de ça, des fois plus, dépendamment de... Tu me permets de poser la question parce que tu l'as dit tout à l'heure. l'heure. Mais moi, j'ai eu une vaginoplastie. Fait que je peux t'en parler. Là. Ça a fait mal? C'était difficile, la guérison? La chirurgie en tant que telle, tu sais, c'était vraiment smooth. Là. Aller avoir la consultation préopératoire, ça se fait en 2 heures. Là, tu te réveilles, puis comme tout est beau. Là. T'es tellement drogué que tu sens aucune douleur, mais...
c'est les jours après que c'est vraiment rough, là, Ouais. puis les mois après que tu dois faire tes dilatations pour maintenir ta cavité, tout ça. Ça, c'est vraiment challengeant, là. Puis toi, tu as eu l'expérience des soins après service, mais tu étais ici à Montréal, donc c'était peut-être plus facile, là. Mais c'est ça, si tu viens de région, là, ça doit être vraiment plus difficile de venir ici puis faire tout ça. Parce que moi, tu sais, j'avais des amis qui étaient là pour me supporter directement, là, mais comme si tu viens d'ailleurs pour avoir ta chirurgie puis tu connais personne à Montréal, ça doit pas être le fun, là. Wow. Parce que moi, tu sais, je me réveille dans ma chirurgie, mon chum, il est là, la vie est belle, là, mais comme, je dois imaginer que c'est pas facile pour tout le monde. Mais oui, dans mon enquête, il y a la directrice des médecins pour le régime public du Québec qui disait que si on n'avait pas ce monopole privé-là, ça serait possible de faire voyager les chirurgiens dans les régions pour offrir les chirurgies aux gens pour faciliter l'accès. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça rendrait la fille plus facile aux patients et patientes, là. Parce que là, c'est aussi aux patients d'assumer les frais de transport pour venir ici et tout, là. Puis ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher. Ben déjà, être trans, c'est pas donné, là. Hein. On l'a dit en souriant, mais c'est pas Moi, il y a drôle. quelqu'un qui m'a déjà dit être trans, c'est comme être endetté. C'est une dette, être trans. Là. Puis c'est vrai. C'est comme, tu sais, mes hormones, à chaque mois, ils me coûtent comme 50, 60 piastres. Wow. C'est Wow. pas donné. Ben, Ophélie Dénommé-Marchand, merci beaucoup d'abord pour cette enquête et aussi pour ton témoignage et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Bon, je dois vous dire que je trouvais que l'émission d'aujourd'hui, les sujets étaient drôlement difficiles parce qu'on parle d'immigration, on parle d'enquête, de chirurgie, d'affirmation de genre qui sont plus compliquées à obtenir et tout ça. Puis là, je regardais, je disais, il faut vraiment que je trouve quelque chose de plus gai, tiens, on va le dire. Et tout à coup, apparaît à mon écran Raphaël Provost qui fait une vidéo, qui est directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Puis imaginez-vous, il était dans un magasin Ikea pour parler d'un bingo. Je dis, ah là, ça y est, j'ai trouvé mon sujet qui est un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus positif. Salut Raphaël. Bonjour tout le monde. Donc, on te rejoint donc à l'extérieur du pays parce que tu es en voyage, en déplacement. Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Ce que j'ai compris, c'est que le géant suédois de l'ameublement, Ikea, va travailler avec vous pour un bingo mensuel. Hey, c'est quoi ça, cette histoire-là? Je suis tellement content qu'on puisse en parler. C'est drôle parce que je suis aujourd'hui en direct de la Floride. Donc, je pense qu'il est un État américain qui se passe de présentation, surtout dans le contexte mondial. Un Donc, des de États les parler de- plus homophobes des États-Unis, on va le dire, là. Exactement. Puis ce soir, il y a Trump en plus qui revient de voyage en même temps que je pars. Donc, on va peut-être se croiser à l'aéroport. Tout ça pour dire que... Et c'est même pas des blagues. C'est quand même très... La vie, elle est quand même très drôle. Mais pour la petite histoire du bingo, ça, c'est les belles surprises de la vie. Tu sais, quand on dit être au bon moment, au bon endroit et que tout se passe, il y a de ça quelques mois, je donnais une conférence à C2 Montréal où on présentait avec notre partenaire Pacte, qui est un regroupement qui lutte contre la haine à l'international. On présentait la paire impossible. Donc, deux chaussures qui sont différentes, qu'on porte et qu'on envoie comme message que malgré la différence, c'est possible d'avancer ensemble. Et en 1 heure, on a vendu toutes les paires de chaussures qu'on avait créées. On avait mis dans une boîte Adidas et Nike. Et là, le monde capotait. Et l'équipe d'IKEA était là cette journée-là. Quelques mois plus tard, ils m'ont contacté en mode Raphaël, on a vu ce que vous avez fait. La mission de l'organisme nous parle. On veut mieux faire. On veut en faire encore plus pour parler d'inclusion et de diversité et de respect chez IKEA. On peut-tu s'asseoir puis on part de ça? Donc, je les ai rencontrés. On s'est assis littéralement, physiquement, là, au restaurant d'IKEA Montréal. On a brainstormé pendant des heures sur comment on pourrait faire. Peut-être pas un kiosque. Je pense pas que les gens viennent à IKEA pour rencontrer forcément des organismes. Et là, on s'est dit, pourquoi pas un bingo? Un événement qui se passe de présentation, qui est rassembleur, qui coûte rien, qui est simple et qui est pour nous une occasion justement de faire la sensibilisation sans rien forcer. Et c'est comme ça que c'est né. On a lancé la vidéo qui est vue par plus de 30 000 personnes. Les inscriptions se sont fermées en 10 heures, 125 personnes pour la première édition et on commence ça le 22 janvier prochain. Alors, à qui s'adresse ce bingo? Tout le monde. Et c'est exactement la raison pourquoi on a voulu faire un bingo, parce qu'on veut réunir
des jeunes, des moins jeunes, des familles, des personnes peut-être nouvellement arrivées au Québec, des gens qui sont fans de bingo, qui connaissent peut-être un peu moins ça. Et chaque mois, le concept au fond, le bingo, je pense que vous savez ce que c'est. On tape sur une feuille, puis si on a des lignes, on gagne quelque chose. Et c'est IKEA qui offre les cadeaux. Mais chaque mois, on va avoir une thématique. Chaque mois, par exemple, en février, c'est le mois d'histoire des personnes noires. Mais durant toute la soirée, on va partager des informations. Pourquoi ça existe, d'où ça vient, tout le travail qui reste à faire. Donc, c'est de la sensibilisation en jouant. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pour tout le monde, parce que clairement, tout le monde peut jouer au bingo. Tout le monde peut se rassembler. C'est accessible et on veut que, justement créer un espace de rencontre entre personnes qui se seraient peut-être pas forcément parlé. Ben, j'étais pour dire, tout le monde peut jouer au bingo. Même Mado le fait, hein? Quand même, notre cher Exact. Mado. Les fameux bingo à Mado. Il y a maintenant Rainbow aussi qui a repris le flambeau. Puis, je veux dire, on n'invente pas la roue, là. On réinvente pas la roue. C'est pas l'idée. On n'a pas cette prétention-là. Mais je pense qu'on a mélangé plein de petites affaires ensemble. Puis, pour moi, ce qui est le cœur de tout ça, c'est la rencontre humaine. Je pense qu'on est encore tous traumatisés de la pandémie. On s'est éloigné tout le monde. Je pense qu'on est beaucoup trop connectés sur nos appareils mobiles. Puis, je pense que plus que jamais, on a intérêt et on gagne à se retrouver entre humains ensemble. Et je pense que bingo est une bonne excuse pour ça. Puis tu me permets, hein, parce que je l'ai dit, je le répète, quand j'ai vu l'annonce, j'ai éclaté de rire. Pas parce que je trouvais ça niaiseux, c'est que je trouvais ça tellement drôle, c'est tellement amusant. Puis je t'avoue que ça faisait du bien d'entendre ça. Alors, pourquoi lancer ça maintenant? Est-ce qu'il y a un besoin criant, tu penses, de nouveaux espaces de rencontre dans notre société? Ben, pourquoi pas? Et on s'est vraiment dit, essayons. On était vraiment dans cette idée-là de dire, hey, ça se peut qu'on soit 15 personnes. Mais que de voir qu'en 10 heures, 125 personnes se sont inscrites pour un bingo un jeudi soir près de Saint-Laurent à Montréal, on voit qu'il y a un intérêt à se rassembler. Clairement, ça répond à un besoin. Peut-être justement de briser la solitude, l'isolement autour d'une activité avec manger des petites boulettes suédoises. Donc, je pense que ça répond à un besoin. On va voir à travers le temps, est-ce que ça va continuer de le faire, mais de voir avec la vidéo qui est toute simple, puis c'est vraiment tourné sans aucune prétention. On s'est amusé. Si vous allez la voir, vous allez voir que je suis couché à un moment donné dans un des faux lits du décor d'IKEA pour inviter les gens à venir jouer. Ben, et tout habillé, là, je tiens à le rassurer, à vous rassurer. Mais je pense que je fais des blagues, mais blagues à part, je pense que c'est en nous d'être rassemblés. Je suis ici justement en Floride. J'ai passé un week-end avec plein de gens d'un peu partout à travers les États-Unis. Et chaque soir, je suis émerveillé de voir qu'il y a des gens de gauche, de droite, de différents backgrounds. Mais quand on est assis ensemble autour d'un feu, autour d'un repas, ben on apprend à mieux se connaître, à se respecter. Ça ne veut pas dire qu'on comprend toute la réalité de l'autre, mais je pense que c'est ça la volonté de cet événement-là. Juste de s'asseoir peut-être à côté de quelqu'un que tu n'aurais pas l'habitude de faire, de voir des gens heureux de gagner, peut-être un peu triste de perdre, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Mais c'est ça qu'on veut créer. Puis je pense que quand on fait de la sensibilisation avec des enjeux comme sur lesquels on travaille, tout ce qui est racisme, sexisme, violence sexuelle, homophobie, transphobie, le temps est important. Parfois, puis on veut que tout aille vite, on veut que tout change demain matin. Si on fonctionne comme ça, pour moi, je pense pas que c'est durable. Prenons notre temps, donnons-nous rendez-vous en personne, puis je pense que c'est la clé pour qu'on puisse peut-être mieux vivre ensemble. Je fais une parenthèse, il manquait quelque chose à ta vidéo. J'aurais aimé te voir dans le bac à balles là, pour les enfants. Ben, peut-être pour une relance, si j'ai à faire une vidéo pour relancer les invitations, j'en prends de bonnes notes. Mais on a voulu justement que la vidéo soit à l'image de ce qu'on veut proposer comme soirée, quelque chose de ludique, de simple, d'accessible. Et moi, je dis toujours, tout faire avec sérieux sans trop se prendre au sérieux. Ah oui, je te taquine seulement. Écoute, qu'est-ce qu'une multinationale comme IKEA retire de ce partenariat social comme celui-ci? Ben, je pense que ça démontre qu'ils veulent vraiment faire des choses différentes en EDI, là, ce fameux acronyme qui a la vie dure ces derniers temps. Mais je pense que ça démontre Équité, leur diversité volonté. et inclusion. Inclusion. Oui, oui. Exactement. De vouloir justement prendre part à la vie des organismes communautaires. Puis je pense que c'est une belle action de mélanger le milieu des affaires, le milieu des entreprises commerciales avec le milieu des communautaires. Je ne suis pas en train de dédouaner toutes leurs actions. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur
différents dossiers, mais je pense que ça démontre une belle volonté d'aller vers l'avant. Puis si ça peut montrer l'exemple à d'autres. Puis là, je vais vous donner un petit scoop, là, mais j'ai eu des appels de IKEA ailleurs dans le monde qui sont intéressés par le projet. Puis je leur ai dit, moi, si je peux vous aider à faire des liens avec les organismes de vos pays, de vos régions du monde, avec cette idée-là, ben, ça va me faire grand plaisir. Je pense que la solidarité, le travail d'équipe est essentiel en ce moment. En tout cas, moi, je vais espérer qu'ils nous fassent des petites boules, comment on dit ça, suédoises, mais Oui. véganes dans mon cas, parce que je suis végane, mais bon. Et il y en a. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Raphaël, on observe une montée. Là, j'avais dit qu'on ne parlerait pas trop sérieusement, mais il y a quand même des choses à noter. On observe, on l'a vu, une montée des tensions, parfois de la désinformation concernant les minorités sexuelles et de genre. Quel regard portes-tu sur cette situation actuelle au Québec? Puis je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour changer ça, mais quel regard portes-tu maintenant là, sur cette situation? Ben, les gens qui me connaissent savent que je suis un gars optimiste et rempli d'espoir, mais je trouve ça dur en ce moment. Je trouve ça dur de voir que la haine et la violence est tout aussi décomplexée, propagée, tolérée. Quand tu as des présidents de pays qui disent n'importe quoi et qui attaquent l'humain avec un grand H, ben ça donne le droit à beaucoup d'autres personnes de le faire parce qu'ils disent il n'y a pas de conséquences, il est président. Donc, et je le vois, je le ressens. Je suis ici, on me dit, Raphaël, fais attention. Donc, moi, je veux pas vivre dans un monde où je me fais dire fais attention d'être qui tu es. Moi, je veux vivre dans un monde où je peux être qui je suis, en respect de moi-même, en respect des autres. Et je pense qu'on a reculé dans les derniers temps quand on a laissé tolérer la haine. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a très peu de mécanismes pour les bloquer. Et ça se répand dans les écoles, dans les entreprises, dans la rue. Moi, je trouve que quotidiennement, on voit beaucoup trop de violence, puis il faut la voir pour essayer de la comprendre, puis essayer d'y trouver des solutions. Mais ça me fait peur là, dans la situation dans laquelle on est. Par contre, s'il y a une chose que je garde en tête, et c'est ça qui me donne espoir, c'est que je le sais que la grande majorité de notre société, elle est bienveillante. Elle est parfois peut-être, oui, ignorante, mais elle est bienveillante et respectueuse. Et je pense que plus que jamais, c'est pour ça qu'il faut que nos voix à nous aussi s'élèvent et qu'on arrête de tolérer l'intolérable. Et c'est pas qu'envers les communautés LGBTQ+, c'est vraiment envers l'humain avec un grand H. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ça le démontre. Puis je pense que la prochaine année, surtout une année électorale, il y a bien des choses qui vont changer au Québec. Je pense que plus que jamais, on le dit, l'expression « chaque voix compte », ça va compter cette année, chaque voix. En quoi un événement aussi ludique que celui du bingo peut-il aider à combattre ces préjugés dont on vient de parler plus efficacement peut-être qu'un discours officiel? C'est pas, j'espère que les gens qui m'entendent le comprennent que c'est pas une solution miracle. Mais pour nous, c'est notre pierre à l'édifice. Peut-être une petite pierre, mais pour moi, c'est une occasion justement de rassembler plein de monde qui n'aurait peut-être pas eu l'occasion de se connaître, de parler doucement d'enjeux, de façon à rien forcer dans la gorge des gens. Aussi, on est sursollicité par tout bord, de tous côtés. Donc, pour moi, c'est une belle occasion, durant, par exemple, le mois de la fierté, de pouvoir parler de pourquoi un mois de la fierté? Il y a tellement de personnes qui se posent la question, ben, on va en parler à travers le bingo. Quand ça va être, par exemple, le mois où on célèbre les droits des femmes, on va pouvoir parler pourquoi il y a encore beaucoup de travail à faire, d'où est-ce que ça vient. Pour moi, c'est la clé, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre. C'est à l'image d'Ensemble pour le respect de la diversité. Et entre vous et moi, j'adore le bingo également. J'adore IKEA et je me dis, ben tout ça mélangé ensemble, je pense que ça peut créer quelque chose de beau. Mais on met pas la tête dans le sable, mais on se dit que ça peut peut-être juste aider et faire du bien à la limite. En dehors du bingo, est-ce qu'il y a d'autres chantiers là, d'ensemble qui ont cours présentement, qui favorisent justement cette inclusion? C'est que je t'apprécie beaucoup pour te dire ça. C'est notre 30e anniversaire dans les prochaines semaines chez Ensemble et on va annoncer quelque chose de beau, de gros. Je pense qu'il va créer peut-être un précédent, je l'espère, qui concerne la mode. Les gens qui me connaissent aussi savent que j'adore la mode. Non, pas pantoute. Écoute, rien qu'un petit peu. Et donc, on va annoncer quelque chose de beau qui, encore là, se veut rassembleur, solidaire. Et je pense qu'il va faire sourire bien les gens. Donc, je pense qu'il faut que vous nous suivez sur nos différentes plateformes pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais sinon, on continue notre travail dans les écoles à tous les jours. Mes équipes sont extraordinaires. Des gens qui ont un engagement là, formidable, qui tous les jours vont dans les écoles primaires, secondaires de tous les coins du pays pour parler de respect de l'autre, d'intimidation, pour qu'on puisse lutter tous ensemble. Et donc, je tiens à souligner, on fait notre travail. C'est ça qu'on fait. Alors là, je vais me permettre de terminer là-dessus sur une note plutôt humoristique parce que c'est plus fort que moi, j'y peux rien, Raphaël. On sait qu'IKEA, c'est le maître du design, mais parfois les manuels sont un peu casse-tête, puis on se retrouve parfois à monter une bibliothèque, puis là, il reste 3 vis, ou encore, il y a un morceau qui dit « ça va où ça? » Alors, est-ce que ça va être plus difficile
difficile de gagner au bingo ou de monter la bibliothèque Billy sans qu'il reste trop de vis à la fin. Je vous rassure, vous n'avez pas à assembler vous-même votre boulier ni votre feuille de bingo. Tout va être simple, tout est inclus, puis on va s'assurer que ce soit justement très simple pour tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps parce que je sais que tu étais en déplacement à l'extérieur. Alors, on a pris le temps de nous jaser aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Puis, donc, je rappelle que le bingo a lieu mensuellement chez IKEA, puis on peut s'inscrire comment déjà? C'est en ligne, on peut voir sur notre Instagram, Facebook. C'est tout simple, on s'inscrit, c'est gratuit. C'est le 3e jeudi de chaque mois. Les places sont limitées. Faites vite, la première édition, elle est déjà complète, mais on annonce dès le 23 janvier prochain les prochaines dates. C'est un beau rendez-vous, c'est pour tout le monde. C'est le bingo, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on a besoin en ce moment. Merci beaucoup, Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. À bientôt! À bientôt. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 126e épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci d'avoir été à l'écoute. Et pour nous suivre, donc, pour écouter nos segments, découvrir nos archives, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et particulièrement sur le site de Canal M. Vous pouvez le trouver par Google, effectivement. Je tiens aussi à remercier chaleureusement notre équipe à la recherche, Godéric Traub et Marie Massé, ainsi que un merci tout spécial à Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci à l'équipe de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Je réalise et j'anime l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci d'être là.